Savez-vous que le microbiote intestinal est constitué de 100 000 milliards de bactéries qui colonisent notre intestin? C'est un véritable écosystème avec lequel nous vivons en symbiose. Les nouvelles technologies permettent d'appréhender le microbiote intestinal autrement. On a pu élucider ce que l'on appelle le microbiome, c'est-à-dire le génome microbien. Et on réalise aujourd'hui que ce microbiome, peut produire des centaines de molécules. Certaines sont très intéressantes pour la santé, comme les vitamines par exemple, ou ce que l'on appelle les acides à chaîne courte, qui proviennent de la fermentation des fibres alimentaires. Mais parfois, le microbiote produit aussi des substances néfastes pour la santé. C'est une véritable usine que nous avons à l'intérieur de notre intestin. Lorsqu'on est en bonne santé, nous avons développé des fonctions barrières qui nous permettent finalement de nous protéger de ces bactéries qui nous colonisent. Mais parfois, en cas de maladie notamment, il peut y avoir des altérations de cette fonction barrière de l'intestin et on peut aussi observer des modifications de la composition et de l'activité du microbiote intestinal. On qualifie ces modifications d'une dysbiose. Dysbiose qui peut être impliquée elle-même dans le décours des maladies. Une question importante, c'est de savoir si les altérations du microbiote intestinal contribuent elles-mêmes à l'évolution des maladies. Alors pour ce faire, des chercheurs ont transplanté du microbiote intestinal de patients atteints de maladies comme le diabète par exemple ou l'obésité à des animaux qui naissent sans microbiote. Et effectivement, par ce simple transfert, on peut récapituler des altérations métaboliques de l'obésité et du diabète. C'est évidemment une approche expérimentale. A contrario, on a vu aussi des expériences qui ont été menées sur un nombre restreint de volontaires, de patients atteints de diabète, qui ont reçu du microbiote de personnes saines et chez environ la moitié de ces patients, on a pu voir une amélioration de leur état de santé. Donc tout ceci nous laisse penser qu'effectivement, la dysbiose associée aux maladies est un des éléments importants et on peut se poser la question, peut-on contrer cette dysbiose? Il existe plusieurs techniques qui permettent théoriquement de pouvoir moduler le microbiote intestinal ou en tout cas contribuer à modifier la dysbiose. Par exemple, on peut administrer des bactéries d'intérêt, c'est l'approche qu'on appelle probiotique, mais on peut aussi, via l'alimentation, gérer ce qu'on appelle une approche prébiotique. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien qu'il est intéressant d'ingérer dans l'alimentation des nutriments qui échappent totalement ou partiellement à la digestion dans la partie haute de l'intestin. Mais ces nutriments, qui sont des fibres alimentaires pour la plupart, peuvent être utilisés par des bactéries intestinales et par là promouvoir ces bactéries qui sont intéressantes pour la santé. C'est ce qu'on appelle l'effet prébiotique. Les premiers prébiotiques que nous ingérons sont ceux qui sont présents dans le lait maternel. Ils sont très intéressants, ils permettent de promouvoir notamment des bifidobactéries intéressantes pour la santé du bébé. Et lors de la diversification alimentaire et à l'âge adulte, on peut trouver des prébiotiques également, cette fois-ci dans les fruits et les légumes. Alors je suis ici à la ferme de Lozelle où l'on cultive notamment des légumes racines qui sont particulièrement riches en inuline, un type de prébiotique. C'est le cas par exemple des topinambours, mais également des poireaux ou des oignons. On trouve des prébiotiques aussi dans certaines céréales et dans les fruits et certains légumes. C'est donc très intéressant d'avoir dans notre alimentation ces sources de prébiotiques. Les premières recherches scientifiques qui ont permis de mettre à jour le concept de prébiotique ont été menées notamment à l'UC Louvain. Plus récemment, le programme d'excellence de la région wallonne a permis au projet Food for Gut de pouvoir élaborer quels étaient les légumes qui étaient produits localement, c'est-à-dire en Wallonie, et qui pouvaient être des sources intéressantes de prébiotiques. Ils ont été testés dans le contexte de ce projet dans l'obésité notamment et les maladies associées dans des études d'intervention nutritionnelle. Et on peut effectivement se rendre compte
que même si tous les individus ne répondent pas de manière similaire à l'ingestion de ces aliments, certains d'entre eux peuvent vraiment profiter des bienfaits de l'ingestion de ces prébiotiques naturels. Les restaurants universitaires de l'UC Louvain ont été un partenaire très important du projet Food for Good. Ils ont permis d'accommoder salsifis, poireaux, topinambours, de manière à les rendre gustativement et visuellement au top. Cela nous a permis de pouvoir faire des expériences et de démontrer leur intérêt sur la gestion du microbiote intestinal. En effet, le microbiote, on lui offre le gîte, il faut aussi lui offrir le couvert. Les conseils supérieurs de la santé recommandent l'apport en fibres alimentaires qui doit avoisiner 30 grammes par jour. En donnant la part belle aux fibres alimentaires prébiotiques, on permet ainsi de nourrir son microbiote, bien entendu en prenant en compte la tolérance intestinale qui est vraiment très personnelle et individuelle. Bon appétit! Merci beaucoup.